Voilà, donc vous l'aurez compris, je suis Laetitia Exbraya du bureau d'études H3C Énergie. C'était un véritable plaisir de travailler sur cette expérimentation E+, C-, depuis mi-2017, donc en groupement avec Eduardo Serodio d'Izuba Énergie, mais également Caroline Catalan de iCare et Consult, qui était avec nous tout au long de nos travaux pratiques sur l'expérimentation. Au démarrage également des actions de formation et d'information plus spécifiques lancées par l'ADEME Occitanie et l'ADREAL, dont nous clôturons le chapitre au travers de ces webinaires et qui a accueilli un heureux événement entre-temps. Donc, nous avons terminé en duo sur ces présentations. Eduardo, un mot pour te présenter avant la présentation du programme, Et peut-être? ben, éventuellement, oui, voilà, bonjour à tous. Moi, je suis intervenant donc, chez Izuba Énergie. Et donc, on a travaillé effectivement depuis plus de 2 ans sur cette question du référentiel de l'expérimentation en plus c'est moins, ce qui nous a permis d'engranger un certain nombre de retours d'expérience qu'on est très content de pouvoir partager avec vous. Et puis, à la suite du coup de ces travaux, Laetitia et puis moi-même aussi, on a été sollicités et impliqués dans les travaux qui sont en cours aujourd'hui sur la mise en place et la préparation de l'Aéro 2020. Donc, c'est quelque chose aussi sur lequel on pourra vous apporter quelques éléments d'information, même si voilà, tout n'est pas encore ficelé, bouclé. Mais en tout cas, on essaiera de vous donner les infos les plus fraîches possibles sur ces sujets-là également. Voilà. Parfait, donc j'ai partagé mon écran pour le moment, pour vous proposer donc la première slide qui rappelle donc les différents intervenants sur ce webinaire, qui rappelle également que nous sommes aujourd'hui sur un volume 1 et que le volume 2 sera donc jeudi après-midi, même heure, même endroit. Alors, au programme de cet après-midi, nous vous proposons différents points. L'idée étant d'être ensemble sur les mêmes bases pour comprendre les enjeux du référentiel énergie positive bas carbone. Donc, repartir des fondamentaux sur quel est le référentiel qui a été testé pendant l'expérimentation et de faire un focus aussi sur ce qu'est l'analyse du cycle de vie, qui est la grande nouveauté de ce référentiel E+C- et de la future RE 2020. Donc, une fois partagés les mêmes fondamentaux, nous irons regarder les enseignements que l'expérimentation E+C- et le programme OBEC en général, pour Objectif Bâtiment Énergie Carbone, a pu nous apporter en décryptant notamment les chiffres obtenus sur l'Observatoire E+C- et sur différentes études réalisées par le CSTB ou le CEREMA. Nous continuerons avec une présentation des éléments qui sont toujours en cours de travail pour la préparation de la RE 2020, avec a priori les informations les plus fraîches possibles. Et nous terminerons par une présentation assez générale des enjeux méthodologiques qui introduira le propos que nous développerons jeudi. Et donc, pour cette première partie, je laisse la main à Eduardo Serodio. Alors, je vais tâcher de prendre la main, justement. Voilà. C'est bon au niveau de l'écran, vous voyez correctement ce qui doit s'afficher. Alors, donc, les fondamentaux. On va commencer par un certain nombre de rappels. Alors, pour ceux qui ont déjà participé à différentes réunions, aux colloques, etc., il va peut-être y avoir quelques répétitions, mais on dit que la pédagogie passe aussi par de la répétition.
Donc, d'abord, un petit rappel sur des choses qui sont de l'ordre de du vocabulaire. Donc, E plus C moins, un certain nombre d'acronymes hein, qu'on est très habitué à utiliser et qu'on va un peu décrypter aujourd'hui. Donc, E plus C moins, hein, c'est le nom de la phase d'expérimentation, énergie positive, réduction carbone. La CV, l'analyse du cycle de vie ou analyse en cycle de vie. Ça, je pense que vous maîtrisez aussi. Alors, PEP, c'est un petit peu plus compliqué. PEP, c'est le nom de la déclaration environnementale pour les équipements techniques, chaudières, équipements électriques, etc. Profil environnemental produit, c'est exactement la définition. FDES, donc la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Donc ça, c'est vraiment la déclaration environnementale, les impacts environnementaux d'un produit de construction, hein, une brique, un isolant, une fenêtre ou autre. Et DVR, par exemple, la durée de vie de référence. Donc c'est la durée qui est utilisée dans les analyses d'un cycle de vie. Voilà, si vous avez si on jargonne un petit peu parfois au-delà de ces termes-là, n'hésitez pas à poser la question si vous vous sentez perdu. Voilà pour les définitions. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive à cette phase d'expérimentation et à cette future réglementation environnementale? C'est un chemin qui date de plusieurs années, quasiment 10 ans, qui remonte au niveau, alors vous avez là en haut sur la flèche verte les grands cycles de négociation internationale sur le climat, la retranscription sur la ligne bleue en différentes directives de niveau européen, puis la retranscription sur la ligne rouge avec les différentes lois françaises cette fois-ci. Donc si on remonte en arrière, on peut remonter à la loi Grenelle 2 par exemple en 2010 qui a instauré donc les bâtiments à basse consommation pour les bâtiments neufs à partir de 2013. C'était en fait l'entrée en vigueur de la RT 2012, pardon. Ensuite, la loi de transition énergétique en 2015 a introduit des éléments nouveaux. On a commencé à parler de bâtiments à énergie positive et également de sortir du champ uniquement de l'énergie et d'aller vers des impacts environnementaux, vers une analyse qui serait plus large avec des exigences type multicritères. Donc voilà, ne plus regarder que l'énergie, mais regarder d'autres aspects de l'impact des bâtiments et également de prendre en compte en fait tout le cycle de vie, c'est-à-dire pas seulement la phase d'utilisation, d'exploitation du bâtiment, mais toute sa durée de vie de la fabrication jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Donc c'est vraiment l'idée de cycle de vie et notamment avec l'indicateur, avec un focus fort sur l'indicateur gaz à effet de serre. Et donc cette ambition qui était vraiment au stade d'ambition dans la loi de transition énergétique a été déclinée, précisée dans différentes lois. Cette future réglementation va répondre du coup à ces différentes orientations législatives, notamment les dernières sont la loi Elan qui a été promulguée fin 2018, le projet PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie en 2019, le plan climat, voilà. Tout ça est venu préciser les choses et donc la prochaine étape là, législative, en fait, c'est le niveau loi est passé. La prochaine étape, c'est décret et arrêté d'entrée en vigueur de cette future réglementation. On est dans du décret d'application de ces lois-là. Chose nouvelle et assez innovante et très intéressante, c'est vraiment le sens de tout le travail qu'on a fait pendant ces 2 ou 3 dernières années, c'est que l'entrée en vigueur donc, de cette nouvelle réglementation a été précédée cette fois-ci d'une phase d'expérimentation, donc c'est la fameuse expérimentation plus c'est moins, dont l'objectif était en fait de se préparer collectivement, en analysant un peu la faisabilité de cette réglementation, en tâchant de la co-construire, c'est-à-dire en impliquant le plus possible les différents intervenants. Alors on a eu affaire beaucoup au bureau d'études, aux différentes filières industrielles, fabricants de matériaux, etc. Un petit peu les maîtres d'ouvrage, et c'est un peu le sens aussi de la réunion d'aujourd'hui, de vous impliquer également. Et donc l'idée, voilà, c'était d'essayer de construire tout ça de manière partagée. Donc objectif, quand on les détaille, c'est tester une méthodologie, l'affiner, regarder si c'est faisable techniquement et économiquement, voir où sont les leviers pour la performance, tant pour la performance énergique que pour la performance carbone. Et puis il y a la notion de courbe d'apprentissage, c'est-à-dire comment est-ce que la filière du bâtiment, dans sa globalité, peut intégrer ces nouvelles approches avec tout ce que ça peut nécessiter en termes de formation, de montée en compétences des différents acteurs, etc.
Et voilà, donc toute la filière a été associée dans un grand processus assez complexe avec des groupes de travail, etc., des groupes de concertation. Je ne reviens pas dans la gouvernance de toute cette expérimentation-là. Mais voilà, au final, quand même, on a quelque chose qui a permis de capitaliser un peu différentes études, différents ressentis, différents résultats. Et on va essayer de vous en donner quelques éléments dans la présentation d'aujourd'hui. Alors, les outils de cette expérimentation, donc un référentiel donc, qui permet donc d'évaluer les projets sur une base commune. Donc, le référentiel énergie-carbone, hein, ce sont 2 documents PDF que vous pouvez consulter. Les 2 documents présentent d'une part, pour le premier, la méthode d'évaluation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour évaluer les indicateurs énergie, comment est-ce qu'on fait pour évaluer les indicateurs carbone. Et le deuxième document présente les niveaux. Donc, il y a différents niveaux de performance, on en reparlera, ils sont présentés dans le deuxième document. Ensuite, un autre outil, c'est le label. Alors, c'est indiqué qu'il est le facultatif. Alors, c'est quelque chose on l'a répété plusieurs fois. C'était un petit peu difficile au début, mais la labellisation est facultative. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, on a plusieurs maîtres d'ouvrage qui sont inscrits dans la démarche Plus c'est moins de manière volontaire, sans forcément passer par une labellisation. Donc, c'est une participation qui peut être vraiment volontaire et hors tout processus de certification et labellisation. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi labelliser? Le label va permettre d'apporter une garantie supplémentaire, un regard supplémentaire sur l'étude, sur la qualité des évaluations et de la conception du bâtiment, avec un processus type certificateur, avec un organisme tiers qui vient vérifier les études, etc. Donc là, c'est vraiment pour des projets qui veulent vraiment être valorisés, qui veulent pouvoir communiquer avec tout le formalisme d'un label, qui est donc ce label spécifique E+, C-. Et donc, toutes ces participations donc, via cette base commune avec label ou en participation volontaire, tout ça va se retrouver sur le troisième outil qui est un observatoire dans lequel en fait les participants sont venus déposer, on va voir juste après là, les résultats un peu, le nombre de bâtiments qui ont été déposés. Donc on a des bâtiments qui sont déposés avec des résultats en termes d'énergie, de carbone, en termes de coûts, et ça permet donc de capitaliser et d'avoir du coup un endroit où tous ces résultats-là sont réunis. Ce qui permet ensuite l'analyse dont on va pouvoir vous montrer quelques résultats. Je continue? C'est bon pour tout le monde? Je regarde un petit peu dans les questions, ça va? Il n'y a pas l'air d'y avoir de grands... Tout va bien, tu peux continuer, Eduardo. De grandes haltes, on n'entend plus rien ou le son est coupé. Bon, ok. Donc, on t'entend très bien, merci. Très bien. Donc, rappel, les indicateurs. Donc, dans le référentiel, on a donc, j'ai dit plusieurs fois, donc des indicateurs énergétiques d'une part, des indicateurs environnementaux. Alors, on ne va pas revenir dans tout le détail de comment est-ce que ces indicateurs sont évalués. On creusera quand même un tout petit peu la partie environnementale parce qu'elle est quand même nouvelle et c'est là où on a le plus de nouveautés à intégrer. Sur l'indicateur énergétique, donc on a un indicateur unique qui s'appelle le bilan BEPOS, qui vient en fait en complément des autres indicateurs de la RT 2012 qui continuent de s'appliquer pour le moment. Donc un projet qui s'inscrit dans cette démarche Plus c'est moins doit forcément être conforme à la RT 2012. Il doit être d'ailleurs soumis à la RT 2012, ce qui indique bien que cela concerne des constructions neuves et non pas des rénovations. Voilà. On s'adresse ici uniquement à la construction neuve. Donc, je suis soumis à la RT 2012, je vérifie les exigences de la RT 2012, mon BBO, mon CEP, et puis donc j'ai ce nouvel indicateur, le bilan BEPOS, qui va mesurer en fait le niveau d'énergie positive de mon bâtiment. Donc, on va faire, pour faire simple, un bilan entre les consommations du bâtiment et la production photovoltaïque sur site, sur la parcelle. Et donc ça va me donner 4 niveaux de performance, énergie 1, énergie 2, énergie 3, énergie 4. Pour faire très simple, les 2 premiers, énergie 1, énergie 2, il faut que vous reteniez que ce sont des progrès assez sommaires par rapport à la RT 2012, hein, peut-être moins 5, moins 10, moins 15, moins 20% selon les usages. Donc des progrès mais assez mesurés. Dans énergie 3, on commence à avoir vraiment un pas important fait par rapport à la RT 2012 avec des réductions fortes sur les consommations, avec de la production en renouvelable, alors que ce soit en photovoltaïque ou en bois énergie qui sont nécessaires.
Et énergie 4, c'est le bâtiment énergie positive au sens strict. Donc, c'est celui qui vraiment va produire plus, exporter plus en tout cas que ce qui est consommé, que ce qu'il importe d'énergie pour son fonctionnement. Donc là, on verra dans les résultats, mais il y a eu très très peu de bâtiments qui sont arrivés à ce niveau-là. Il faut vraiment avoir une démarche complète et un peu jusqu'au boutiste, entre guillemets, pour arriver à ces niveaux-là. Donc ça, c'est sur la partie énergie. Et puis, donc, la grande nouveauté, donc, c'est l'introduction d'une approche également sur le cycle de vie complet, d'un impact environnemental, alors qu'on mesure avec un indicateur qui sont les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en fait, c'est un indicateur qui est divisé en deux sous-indicateurs. On va regarder les émissions de gaz à effet de serre globales et les émissions de gaz à effet de serre en regardant uniquement les PCE, vous voyez, encore un acronyme, PCE pour produits de construction et équipement. Donc, les émissions de gaz à effet de serre de tous les produits qu'on met en œuvre dans le bâtiment, donc vraiment le bâti, les équipements techniques, etc. On verra juste après on précisera juste après du coup qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce que ça recouvre exactement. Donc on a deux sous-indicateurs, il faut vérifier les deux pour être au niveau. Alors cette fois-ci on n'a que deux niveaux, carbone 1, carbone 2. Le principe général, c'est que le niveau carbone 1 est accessible un peu à tout type de construction, ou tout type d'usage énergétique, tout type de vecteur énergétique. Et le niveau carbone 2 demande, lui, des efforts supplémentaires, vraiment sur des choix de matériaux à faible impact ou sur un choix de vecteur énergétique à faible impact. Ça, c'était la théorie. Et puis, dans la pratique, on s'est rendu compte que déjà, atteindre le niveau carbone 1, c'était déjà plutôt un bon résultat. Ça nécessitait déjà pas mal d'efforts. Et les niveaux carbone 2 sont très rarement atteints. On le verra un petit peu dans les statistiques de résultats. Donc, énergie, carbone. Voilà. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, alors, la grande nouveauté, c'est comment est-ce qu'on arrive à déterminer ces émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie. Voilà, c'est quelque chose de nouveau dans le bâtiment. Et c'est une démarche pour laquelle on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Alors, un indicateur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est mesuré en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher. Voilà. Comment est-ce qu'on évalue les émissions en kilogrammes équivalent CO2 pour un bâtiment? Donc pour ça, on va s'appuyer sur la méthodologie de la CV, l'analyse de cycle de vie. Donc c'est une approche qu'on peut utiliser pas forcément que sur du bâtiment, qui va faire intervenir des ordres de grandeur qui sont différents de ceux qu'on utilise habituellement dans le bâtiment. Nous, on est habitué à des euros, à des kilowattheures d'énergie primaire éventuellement, ce genre de choses-là. Mais voilà, les kilogrammes de CO2, c'est différent. Alors, on avait l'habitude, pour donner quelques chiffres, là, de présenter cette petite évaluation d'une empreinte carbone, voilà, d'une journée simple. Par exemple, si vous faites... alors, il se trouve qu'en ce moment, 50 km en voiture pour une réunion, ça ne se fait pas beaucoup, vu les temps qui courent. Donc, c'est toujours ça d'économiser. Mais si vous faites 50 km en voiture pour vous rendre sur votre lieu de travail, ça fait déjà 13 kg équivalent CO2. Si vous prenez 2 cafés, ça fait 0,1 kg équivalent CO2. Et puis, si vous prenez un déjeuner classique, entrée plat dessert, 1,5 kg. Voilà. Donc ça fait 14 kg équivalent CO2. Imaginez-vous bien que ça, vous voyez, c'est une journée classique. Si on fait ça 365 jours par an, on dépasse déjà largement les 5 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Or, un objectif au niveau national, je dirais, des différents engagements en carbone, ça serait de passer sous la barre des 2 tonnes, en fait. Donc, vous voyez que ça, c'est une journée qui n'est pas spécialement extrême. Et on est déjà largement au-delà de ce qu'il faudrait faire au niveau comportement individuel. Donc ça donne un peu la mesure, enfin dans une certaine, de manière simple, je dirais, ça donne un peu la mesure du niveau de progrès qu'on a à faire pour satisfaire les enjeux qu'on doit adresser avec ce changement climatique. Donc voilà un peu pour des ordres de grandeur de ce kilogramme équivalent CO2. Donc comment on fait pour faire cette même évaluation? Alors là, c'est avec des bases de données très simples sur ces trajets ou sur ces repas. Donc, vous imaginez bien que pour faire la même chose sur un bâtiment, ça va être plus compliqué. Donc, on va appliquer une méthodologie qui est l'analyse de cycle de vie. Du coup, on va regarder les différentes étapes du
cycle de vie alors, c'est une méthodologie qui peut s'appliquer à un produit, à un service, à ce qu'on veut. Nous, on va l'appliquer au bâtiment. Mais donc, ces différentes étapes, on va fabriquer, on va extraire des ressources, fabriquer des matériaux, les amener jusqu'à un chantier, par exemple, le mettre en œuvre, utiliser le bâtiment et après, on va le démolir. Voilà, donc on regarde tout le cycle de vie. C'est une méthode qui est standardisée, hein, donc on a une norme internationale, la ISO, les séries de normes ISO 14040 à 44, qui donne la définition stricto sensu de l'ACV, c'est évaluer les impacts environnementaux d'un système sur un périmètre donné. Voilà, donc on évalue toutes les étapes de la vie du produit, du berceau à la tombe, hein, les Anglais disent from cradle to grave, et toutes les formes de pollution. Voilà, on va regarder plusieurs indicateurs environnementaux. Normalement, quand on fait de l'ACV, c'est vraiment la méthodologie multicritère. Voilà, donc ça, c'est une norme, je dirais, un peu chapeau, qui décrit la méthodologie générale de l'ACV. Et puis, il y a une norme au niveau qui est vraiment axée bâtiment, la norme NF EN 15978 que je vous invite à lire en ces temps où on cherche des occupations. C'est une lecture très intéressante. Il y a plusieurs notions très importantes dans l'ACV. On va vous en dire juste quelques-unes qui permettent de démarrer. Il y a une notion importante qui est celle d'unité fonctionnelle, qui est en fait le produit, enfin le service rendu qu'on étudie en fait dans le cadre de l'ACV. L'idée, c'est qu'on ne raisonne pas par rapport à un produit, mais par rapport au service qu'il nous rend. Et donc, pour décrire ce service rendu, on va établir donc l'unité fonctionnelle de l'ACV. Donc, il faut qu'on ait la fonction du produit et puis avec une certaine performance et une certaine quantité. Par exemple, je ne vais pas faire l'ACV d'une ampoule. Je pourrais pas faire. Je veux pas comparer. Enfin, si je veux comparer l'ACV d'une ampoule à incandescence, par exemple, d'une ampoule à LED, je ne peux pas juste dire je compare une ampoule à incandescence avec une ampoule LED. Ça serait pas conforme. Il faut que je compare à service rendu équivalent. Donc, je veux dire, par exemple, éclairer une pièce avec une luminosité de 400 lumens pendant 1000 heures. Voilà. Et ça, du coup, en faisant ça, ou pendant 10 000 heures ou 100 000 heures. Et en faisant ça, je vais pouvoir comparer du coup mes deux ampoules pour le service rendu 400 lumens, elles auront des puissances différentes. Et pour fonctionner pendant 10 000 heures, par exemple, ou 100 000 heures, il faudra que j'utilise une ou plusieurs ampoules à incandescence et peut-être moins d'ampoules à LED, par exemple. Donc voilà, ça c'est une notion qui est importante. On ne compare pas le produit lui-même, mais le service qu'il nous rend. L'ACV, donc c'est bien une approche multicritère. Alors, je vais aller vite parce que là, c'est des concepts qui sont un peu complexes, mais on est vraiment dans le cœur là, de l'ACV. Pour arriver à déterminer les différents impacts environnementaux du service que j'étudie, en fait, il faut vraiment rentrer dans une analyse très fine des différents process. C'est-à-dire que, par exemple, pour fabriquer un isolant en laine de bois, par exemple, je vais avoir un processus industriel. Je vais avoir plusieurs processus. D'abord, je vais faire pousser mon arbre dans la forêt. Je vais aller couper cet arbre, le récolter. Le bois, il va être coupé pour servir à faire des planches. Avec les copeaux ou les chutes, je vais pouvoir éventuellement faire de la fibre de bois. Cette fibre, je vais la mettre sous forme d'un panneau, etc., etc. Donc, il y a plein d'étapes comme ça, plein de process qui sont étudiés. Et à chaque process, on va analyser les différents flux. Donc, j'ai les matières premières. Donc, dans mon usine, j'ai besoin de faire rentrer mes copeaux de bois, par exemple, peut-être un sel de bore ou quelque chose pour la protection contre les rongeurs, par exemple, de mon isolant. J'ai besoin d'énergie pour faire marcher mes machines. J'ai besoin d'eau pour faire fonctionner mes presses ou autres. Et puis, mon process industriel, il va rejeter des déchets divers et variés et il va avoir des rejets d'émissions gazeuses ou autres dans l'environnement. Donc, tous les process comme ça, de chaque produit qu'on va fabriquer, chaque étape du chantier, etc., sont tous décomposés. Et on vient regarder avec des bases de données d'inventaire, ce qu'on appelle des inventaires de cycle de vie, on vient regarder le détail de ces flux. Alors, bien sûr, on n'étudiera jamais, nous, utilisateurs ACV bâtiment, on rentre rarement dans ce détail-là. Nous, on étudie des choses qui sont digérées, je dirais, où on est passé en fait pour chaque processus à un certain nombre de flux. Alors, il faut imaginer, là, il y a une dizaine de lignes. Dans les bases de données d'ACV, c'est des centaines, voire des milliers de lignes avec différents flux, différentes molécules qui sont émises dans l'environnement, etc. Nous, on ne regarde jamais ce détail-là. Ce qu'on regarde, ce sont des indicateurs qui sont synthétiques, en fait. C'est-à-dire que toutes ces molécules-là, parmi toutes ces molécules-là, il y en a plusieurs qui ont un effet sur le changement climatique. Donc, j'étudie, moi, il y a des conversions qui permettent de passer de ces molécules à l'impact sur le changement climatique. Et j'étudie, moi,
un indicateur synthétique qui est le changement climatique lié à tous les produits qui sortent de mes différents processus. Pareil pour les consommations d'énergie, pareil pour l'épuisement des ressources, et puis plein d'autres indicateurs environnementaux qui sont également étudiés dans ces ACV. Voilà, donc on a bien ici des analyses qui sont très exhaustives et très détaillées, mais qui, pour nous, utilisateurs ACV bâtiments, je dirais, simples, sont synthétisées avec des critères d'impact environnementaux un peu plus dégrossis. Et même, je dirais, mon introduction l'a dit aussi, dans l'expérimentation M plus et moins et dans ce qui va arriver pour l'Aéro 2020, finalement, on ne regarde que le premier indicateur. Enfin, même si les autres sont calculés, on ne regarde que le changement climatique. Mais il faut bien imaginer qu'il y a tout ce champ d'analyse derrière qui est prêt à être utilisé quand on aura bien digéré déjà l'étape carbone. Voilà, donc là, c'est un peu la même idée. Donc, j'ai de nouveau mon cycle de vie du bâtiment, l'extraction, la production, le transport, le chantier, l'exploitation, la fin de vie. Et puis, donc, à chaque étape, je vais avoir des matières premières, des énergies et puis des émissions dans le sol, dans l'eau et des productions de déchets. Sachant qu'ici, au niveau production, pour un bâtiment, je vais devoir en fait regarder les impacts de la production de chacun des matériaux. Voilà, une brique, une fenêtre, une porte, une chaudière, etc. etc. Donc, l'ACV, finalement, on nous avait dit une fois dans une des formations là, du programme OBEC, en fait, c'est un outil de comptabilité. C'est-à-dire que je vais compter des impacts environnementaux, alors, avec un focus spécifique sur le carbone. Donc, je vais compter des impacts carbone de mes différents éléments. Et donc, à chaque fois, je dois avoir une quantité. Donc, quelle est la quantité de la surface de fenêtre, les mètres cubes ou les kilogrammes de béton, etc., etc. Donc, il va falloir que j'arrive à déterminer toutes mes quantités. Quelles sont les quantités d'énergie consommées chaque année par le bâtiment, les quantités d'eau, les quantités d'énergie consommées par le chantier. Donc, c'est vrai un peu à toutes les étapes. Une fois que j'ai ces quantités, je vais les multiplier par une donnée environnementale. Donc, c'est là où, comme je vous disais, nous utilisateurs ACV bâtiments, on ne va pas faire d'inventaire de flux très précis. On va utiliser une base de données environnementale. On en parlera tout à l'heure. C'est la base IGNES, qui présente déjà en fait des impacts environnementaux pour chaque élément qu'on va avoir à utiliser, pour chaque élément constructif, chaque énergie utilisée, etc. Je peux avoir éventuellement un taux de renouvellement. Voilà, j'ai certains produits, comme une peinture par exemple, qui ont une durée de vie qui est plus petite que la durée de vie de référence du bâtiment. Donc on étudie un bâtiment sur 50 ans, dans le plus et moins. Si vous avez un produit dont la durée de vie est peut-être 15 ou 20 ans, vous allez avoir un certain nombre de remplacements. Donc on comptera plusieurs fois l'impact d'un produit qui doit être remplacé. Donc je multiplie une quantité par une donnée environnementale, par un taux de renouvellement, et ça me donne l'ACV de mon produit. Donc je dois faire ça pour tous les produits de mon bâtiment. Donc tout ça, ça va me donner les impacts de ce premier contributeur. En ACV, on parle de contributeur, on découpe les impacts en plusieurs contributeurs. Donc le premier, c'est donc celui qu'on appelle PCE, produit de construction et équipement. Donc j'ai celui-là. Je vais en avoir un autre pour les consommations d'énergie. Donc sur 50 ans, chaque année, j'ai une certaine consommation énergétique. À chaque fois, il y a une donnée environnementale qui est associée. Je vais avoir des impacts pour ma phase chantier et des impacts pour la consommation et les rejets d'eau. Donc l'adduction, enfin la production d'eau potable et l'adduction jusqu'au bâtiment est comptée, et aussi le retraitement des eaux usées en sortie du bâtiment sur toute sa durée de vie. Donc tout ça, à chaque fois, je refais des sommes et ça me donne à la fin l'impact global de mon bâtiment. Voilà, et donc on a comme ça un calcul au niveau mathématique, vous voyez, qui est assez simple et qui repose principalement en fait sur la bonne information qu'on va avoir côté quantité, au niveau des données d'entrée, donc sur les quantités, et sur la bonne donnée environnementale. Je continue sur la base IGNES. Donc je vous disais on reparlera peut-être de manière un peu plus détaillée de comment on fait pour avoir les bonnes quantités, parce que c'est un des nerfs de la guerre, donc au niveau du focus un peu méthodologique à la fin, où on en reparlera aussi lors du webinaire de jeudi. Voilà, comment le bureau d'études s'y prend pour récupérer les bonnes quantités. On va regarder un petit peu au niveau des données environnementales, qui est l'autre nerf de la guerre, l'autre donnée d'entrée très importante. Donc, on doit utiliser, dans le cadre de l'expérimentation plus et moins, et ça sera le cas pour l'Aéro 2020 également, une donnée environnementale qui est nationale, d'usage obligatoire pour cette réglementation, c'est la base IGNES. La base IGNES, en fait, c'est le regroupement en fait, de toutes les déclarations environnementales qui sont produites par des industriels.
du bâtiment. Donc, vous avez tous les industriels, les fabricants de béton, d'isolants, de menuiserie, de peinture, de ce que vous voulez, qui ont fait un certain nombre de déclarations au format donc, FDES pour tout ce qui va être produit de construction et au format profil environnemental produit pour tout ce qui va être équipement technique. Donc, ce sont deux programmes un peu séparés au départ. Le programme PEP est un petit peu à part. Et puis, il y a un partenariat qui fait qu'en fait, ces deux fiches-là, donc les FDES pour les produits de construction et les PEP pour les équipements du bâtiment, se retrouvent ensemble dans une base commune qui est la base INES, auquel on peut accéder assez simplement. Voilà, vous avez un site internet, vous avez un gros bouton jaune ici avec marqué consulter. Voilà, c'est là qu'il faut cliquer. Et donc, tout le processus, bien sûr, de mise en commun de ces fiches, il y a tout un processus aussi de vérification de ces fiches, c'est-à-dire que toutes ces fiches sont maintenant vérifiées par une tierce partie indépendante, c'est-à-dire que l'industriel n'est pas va faire étudier le cycle de vie de son produit par un intervenant qui va lui rendre donc des conclusions, des impacts. Et il y a une tierce partie, encore un troisième intervenant qui vient contrôler du coup la cohérence de la CV qui est faite par rapport à la norme, les hypothèses qui sont prises, la vraisemblabilité de l'ensemble et vérifier que la déclaration est conforme. Donc là, il y a tout un processus qui permet d'avoir une bonne transparence et une bonne qualité de plus en plus de la base INES. Alors, c'est une base qui est en constante évolution, bien sûr, parce que quand on a commencé l'expérimentation il y a 2-3 ans, elle était relativement pauvre, même s'il y avait déjà quelques éléments. Mais de plus en plus, les industriels ont compris qu'avec l'arrivée de cette future réglementation, il allait falloir être présent dans cette base INES pour pouvoir continuer à être prescrit, tout simplement, à faire partie un peu de l'univers de la construction. Donc, c'est vraiment assez dynamique au niveau de la production des fiches maintenant. Et on a aussi, on va en parler rapidement maintenant, mais pour tous les éléments, pour tous les matériaux, les équipements qui n'ont pas encore de fiches de déclaration faites par un industriel, en fait, il y a des données par défaut qui ont été produites par le ministère, pour le ministère par le CSTB, qui viennent en fait compléter les trous. Donc normalement, on peut modéliser l'intégralité d'un bâtiment. Enfin, aujourd'hui, c'est quasiment le cas. On arrive à modéliser l'intégralité d'un bâtiment, tous ces éléments constructifs, soit avec des données spécifiques, produites par un industriel, soit avec des données par défaut. Alors évidemment, la donnée par défaut, elle a une caractéristique importante, c'est qu'elle est pénalisante. C'est-à-dire qu'il y a un coefficient de pénalité, un coefficient de majoration qui est pris, qui sert justement à inciter les industriels à produire des données pour ne plus être pénalisés par ce coefficient. Donc ça fausse un petit peu le résultat et ça rajoute un peu de valeur pénalisante quand on est obligé de recourir à ces fiches-là. Mais encore une fois, de plus en plus, on arrive à s'en passer. Voilà pour cette partie sur INES. Alors, juste un petit zoom. Je crois que quelqu'un a posé, il m'a semblé lire rapidement une question là, sur les transports. C'est une question qui revient souvent. Comment sont pris en compte les transports? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux valoriser éventuellement dans mon ACV le fait que mon produit de construction a été choisi chez un fournisseur local ou chez un industriel local, donc le matériau local. Aujourd'hui, il n'est pas spécialement facilement valorisé. Il faut que vous ayez bien en tête que dans les fiches, en fait, donc là, vous avez le détail de tout ce qui est toutes les sous-étapes qui sont évaluées dans une FDES ou dans un PEP. Donc, vous avez en orange les étapes de production, en bleu 2 étapes de mise en œuvre, donc c'est la partie vraiment transport jusqu'au chantier et le chantier en lui-même. En violet, les étapes de la vie en œuvre, les 50 ans de durée de vie du bâtiment, enfin du produit et du coup dans le bâtiment, et puis la fin de vie en rouge sur la droite. Et donc au niveau des transports, en fait, vous avez 2 étapes de transport importantes. La première, là, c'est la A2, transport entre le fournisseur de la matière première et le fabricant du produit. Donc mon fabricant d'isolant, par exemple, il va être alimenté par des fournisseurs. Donc là, vous avez une première étape de transport. C'est l'industriel qui déclare quelle est la distance moyenne que parcourent ses approvisionnements jusqu'à son usine. Et pareil pour le transport entre l'usine et le chantier,
c'est l'industriel qui, dans sa fiche, déclare la distance moyenne parcourue par ses produits entre son usine et les chantiers qu'il court. Alors bien sûr, si vous êtes sur une filière qui a plein d'usines réparties sur tout le territoire national, ben, vous aurez une distance de transport moyenne qui sera plutôt faible. Si vous êtes sur un produit avec une production plus centralisée, ben forcément, vous aurez là des distances de transport plus longues. Et donc, cette distance, elle est fixée une fois pour toutes dans la fiche. Et a priori, pour le moment, en tout cas, on ne peut pas la modifier. Alors, on commence, bien sûr, cette question est majeure, enfin, en tout cas, fait envie un petit peu à tout le monde. Donc, il y a certains cas dans lesquels on peut préciser cette distance de transport. C'est dans le cas où on utilise ce qu'on appelle des configurateurs. Donc, ça existe pour certaines filières de construction, comme les constructions ossature en bois, les constructions en béton, les constructions en ossature métallique, tout ce qui est structure. On a des configurateurs qui permettent de préciser un certain nombre de choses, et notamment les distances de transport. Et puis, il y a les premières étapes. Il y a les premiers jalons au niveau méthodologique où on commence à ressortir déjà cette distance de transport dans la fiche. On la voit apparaître de manière plus facile maintenant. Il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, qu'on puisse paramétrer élément par élément la distance de transport, mais ce n'est pas encore fait. Il peut y avoir aussi des distances de transport au niveau de la phase maintenance. Là, je vois que c'est une question qui est posée. J'ai eu une discussion il y a quelques jours sur la fiche pour être très spécifique, un ballon électrique avec une anode là, de protection qui doit être remplacée tous les 5 ou 10 ans, je ne sais plus, 5 ans. Il y avait un parcours de camionnette qui était compté à chaque fois pour aller et venir faire la maintenance de ce ballon. Et la question se posait de dire, si on compte un aller-retour de camionnette pour la maintenance de chaque élément de la chaufferie, en fait, on fait une erreur parce qu'on va compter 20 allers-retours de camionnette pour maintenir la chaufferie, alors qu'en fait, avec un aller-retour de camionnette, on pourrait faire l'entretien de toute la chaufferie. Donc là, vous voyez, ça pose encore parfois des questions méthodologiques un peu pointues. Voilà, donc on fait une ACV avec l'ensemble des produits, donc on fait nos additions, nos multiplications, et on obtient donc un certain nombre d'indicateurs avec la méthodologie qui a été retenue pour plus et moins. Alors il y a un calcul simplifié, un calcul plus complet, on va avoir 7 à 18 indicateurs qui sont calculés. Ils sont tous calculés, ils sont tous capitalisés, c'est-à-dire que quand vous déposez un résultat sur l'observatoire, il y a tous les résultats de tous les indicateurs qui sont déposés. Mais bien sûr, on a un zoom spécifique au niveau de l'exigence, en tout cas du référentiel, de l'expérimentation. Ça sera le cas aussi pour l'Aéro 2020. On a un zoom sur le premier indicateur qui est donc le potentiel de réchauffement climatique, kilogramme équivalent CO2, avec 2 sous-indicateurs EGES. Donc on regarde les émissions de gaz à effet de serre sur toute la durée de vie du bâtiment et tous les contributeurs, produits, chantier, eau et énergie. Et il y a un deuxième sous-indicateur EGES PCE, où là, on a une exigence seulement sur la partie produit de construction et équipement, donc seulement sur le premier contributeur. Voilà, tout le reste, c'est calculé. Ça ne vous sera pas demandé dans le cadre de réglementaire. Ça pourra vous être demandé dans certaines démarches environnementales, éventuellement. Est-ce qu'on pourrait regarder la pollution de l'air, pollution de l'eau, ou des problématiques plus spécifiques, éventuellement, comme il y a l'énergie grise, toute l'énergie utilisée, elle est aussi quelque part ici, là, elle est découpée en plusieurs énergies renouvelables, non renouvelables. Voilà, plusieurs sujets. Je ne peux pas rentrer là dans le détail des différents indicateurs. Et ensuite, on arrive à la partie des enseignements et des résultats. Et pour ça, normalement, je passe la parole à Laetitia. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui méritent éventuellement qu'on les aborde maintenant. Ou... Je me propose de faire un résumé des différentes questions qui sont apparues pendant ta présentation, mon cher Eduardo. Merci. Alors, nous reprécisons en effet que les documents qui vous sont présentés ainsi que l'enregistrement de ce webinaire seront mis en ligne donc sur le site obec.isouba.fr dont nous vous rappellerons bien entendu l'adresse exacte et qui avait été transmise lors des premières invitations pour votre enregistrement. Une question a également été posée et elle est souvent revenue sur la question du référentiel en rénovation. Donc, à ce jour, il n'existe pas de référentiel E+, C- pour les bâtiments en rénovation. Une expérimentation est en cours en Île-de-France, mais
ne la connaissons pas a priori. C'est un sujet qu'on avait abordé avec Emmanuel Accardi lors d'un colloque auquel il nous avait fait le plaisir de participer et où il nous avait vraiment précisé que ce sujet était loin d'être à l'ordre du jour car il y avait vraiment beaucoup de travaux divers et variés pour approfondir la prise en compte de l'environnement déjà sur les bâtiments neufs. Donc, pour l'instant, ils allaient continuer à se concentrer là-dessus. Pour la question liée à l'appel à projet NOWAT et aux exigences E+C- associées, nous allons parler des différentes démarches et labels jeudi après-midi. Enfin, une question qui a été posée sur le chat de conversation, mais qui m'a interpellée personnellement, c'était « Et si l'empreinte carbone que nous avons calculée avait été réalisée avec un véhicule électrique ?» Plus précisément, est-ce que si le déplacement que nous proposons dans le calcul exemple de l'empreinte carbone était avec un véhicule électrique, eh bien, l'empreinte carbone de notre déplacement type serait de 4 kg équivalent CO2 au lieu des 13 kg équivalent CO2 que nous avons mentionnés. Voilà, sur la base des chiffres de l'ADEME pour l'évaluation donc du bilan carbone des véhicules électriques. Pour autant, il y a vraiment beaucoup de matière sur le sujet des véhicules électriques, donc c'est un peu délicat de préciser exactement ces éléments. Et puis surtout, je pense que le message, ça doit être, dans tous les cas, soyons vigilants à notre empreinte carbone. Et c'est ce que nous faisons grâce aussi à ce nouveau pas dans la prise en compte des bâtiments. Il y avait également une question sur l'eutrophisation à laquelle nous avons répondu. Le transport, tu as répondu. Et pour l'exemple de calcul possible pour un bâtiment, eh bien, on va faire en effet un focus jeudi, mais éventuellement, je vais rajouter la fiche de synthèse pour la fin de la présentation. Voilà, mais il est déjà 15h11, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et c'est à moi de prendre la main. Alors, à moi de partager mon écran. Manipulation en cours. Voilà, vous pouvez maintenant donc voir. Alors, moi, je m'étais proposé, Eduardo, de couper ma vidéo pendant que tu parlais. Comme ça permettait d'éviter qu'on me voit en train de pianoter pour répondre aux différentes questions ou de regarder sur un écran et sur l'autre en temps réel. Voilà, merci. Donc, les résultats de l'expérimentation, l'intérêt, donc, ça fait déjà presque 3 ans que l'expérimentation a été lancée. Ça a permis de capitaliser plusieurs données statistiques et donc d'avoir des pistes qui permettent à la fois de faire évoluer le référentiel, mais en fait de mieux le connaître, de mieux le comprendre et donc de mieux anticiper les éléments, notamment aux phases stratégiques où on ne peut pas encore réaliser le calcul. Alors, après cette introduction, ma foi, très suspense, je m'en remets sur ma présentation dès que j'y arrive. Donc, on a retraité les données de l'observatoire, c'est-à-dire que, comme vous le présentait Eduardo au démarrage de la présentation, dans les outils de l'expérimentation, l'observatoire sur le site Bâtiment Énergie Carbone a permis à tout porteur de projet de remonter les données E+C- de son projet, c'est-à-dire les résultats obtenus. À ce titre, on voit que sur l'observatoire, on a quand même 794 opérations dans 1141 bâtiments pour 6671 logements et une surface totale de tertiaire assez importante, malgré un nombre de bâtiments tertiaires qui est relativement modeste au vu de l'étendue finalement du parc à terme, 150, 310 bâtiments de logement collectif et par contre un échantillon important sur tout ce qui est maisons individuelles ou accolées. Une répartition géographique qui est étendue, qui permet en fait d'avoir une représentativité de l'ensemble des zones climatiques et certaines régions sur lesquelles il y a un effort supplémentaire qui sont souvent liés aussi au programme OBEC. Alors, si on regarde dans les données qui ont été traitées, c'est-à-dire des données qui datent déjà de novembre 2019,
on voit que sur les usages, on a finalement une majorité de maisons individuelles et de logements collectifs, puis une quarantaine de bâtiments de bureaux et un échantillon assez hétéroclite d'autres bâtiments tertiaires, regroupant notamment une vingtaine de bâtiments d'enseignement, que ce soit du primaire, du secondaire ou de l'universitaire, puis quelques bâtiments industriels, des hôtels, des établissements sportifs, des hôpitaux, etc. Donc, un panel assez large. Sur ces différentes typologies d'usage, on a également différentes typologies de structures. La majorité des bâtiments qui ont été étudiés dans le cadre de l'expérimentation, donc à hauteur de 59%, étaient des bâtiments construits en béton. On a quand même 22% sur de la terre cuite. Là, c'est surtout lié aux maisons individuelles. Et 13%, donc 135 bâtiments avec du bois, ce qui permet d'avoir un effet de comparaison non négligeable. Et puis d'autres types constructifs, donc un peu de construction acier, du préfabriqué, d'autres typologies. Ensuite, sur le volet énergie de chauffage, là aussi, on a un panel qui est assez large, puisqu'on avait à peu près 44% de l'échantillon sur un vecteur énergétique électricité. Donc, très souvent, c'est plutôt les pompes à chaleur sur les maisons individuelles et ou sur des bâtiments tertiaires. On a beaucoup de gaz naturel également, à hauteur de 40%. Et puis, du bois énergie, quand même, 9%, avec une majorité de maisons individuelles, mais quelques éléments aussi sur les autres typologies. Et puis, des réseaux de chaleur, les réseaux de chaleur et ou de froid, étant des éléments assez intéressants, notamment pour l'atteinte des niveaux énergie, puisqu'ils ne sont comptabilisés finalement que les consommations d'origine non renouvelable. Donc, tout le pourcentage finalement de production à partir d'énergie renouvelable n'est pas comptabilisé dans le calcul du bilan BEPOS, bien sûr. Voilà pour les caractéristiques. Alors, au niveau des différents contributeurs, donc Eduardo vous a présenté les fondamentaux du référentiel. On se rappelle que pour l'évaluation carbone du projet, on va étudier différents contributeurs qui sont donc le contributeur chantier pour évaluer l'impact carbone de la phase chantier, notamment au travers des transports de terre, quand on va faire de l'excavation et de l'évacuation, mais aussi les consommations d'énergie et d'eau du chantier et les éventuels transports de déchets. On a un contributeur eau pour les consommations et rejets d'eau. Donc, on tient compte à la fois des consommations, mais aussi de ce qu'on va évacuer, ce qui pourra avoir un impact, notamment si on est en assainissement individuel. Un contributeur énergie, qui concerne là, bien sûr, les consommations d'énergie du bâtiment pendant sa phase d'utilisation. Et un contributeur qui est appelé ici composant, qui est en fait le contributeur PCE pour les produits de construction et équipements. Ce qu'on remarque sur la part de ces différents contributeurs, donc on voit le contributeur PCE ou composant qui est en bleu ici, qui est vraiment le contributeur majeur et qui a une dimension assez importante, puisque je vais le redire ensuite, mais on est vraiment sur une valeur comprise entre 55 et 85%, voire entre 65 et 85% du volume global d'émissions carbone du projet lié exclusivement aux produits de construction et équipement. Puis, c'est le contributeur énergie qui est ici représenté en orange, qui va avoir le poids le plus important. Et ce qu'on a pu remarquer finalement sur cette étude, sur cette analyse du CSTB par rapport à l'échantillon qu'on a pu étudier, nous, en Occitanie, PACA et Corse, c'est que le contributeur énergie était plus impactant sur les autres régions, très probablement du fait de consommation énergétique plus importante dans un contexte climatique différent et dans la mesure où nous n'avons pas de grosse consommation de climatisation dans la nôtre pour le moment. Voilà. Ensuite, ce qu'on remarque également, c'est quand même qu'on a des contributeurs du coup, eau et chantier qui sont relativement faibles et éventuellement un peu plus importants sur les bâtiments d'habitation qui ont une utilisation d'eau chaude sanitaire plus importante, donc des rejets également qui vont être associés. Les différents résultats nous permettent également de réfléchir sur l'influence du vecteur énergétique. Donc, ce
qu'on voit avant tout sur les échantillons donc de maisons individuelles et logements collectifs, c'est que potentiellement, le contributeur énergie déjà est plus faible quand on est sur une solution de bois granulé. Les coefficients de conversion aujourd'hui qui tiennent compte bien notamment de la capacité du bois à stocker du CO2, notamment pendant sa phase de croissance, eh bien, permettent de limiter un peu l'impact sur le réchauffement climatique au sens de l'évaluation, bien sûr, un peu plus c'est bon. On a peu de visibilité, par contre, sur des solutions de type bois plaquettes ou sur des solutions plus de réseau de chaleur, puisque l'échantillon est quand même assez faible. Et sur les bois de plaquettes, il n'y en avait quasiment pas. Donc, ils n'ont pas réussi finalement à le rentrer dans l'échantillon. On voit aussi, ça c'était dans l'analyse textuelle, qu'on peut atteindre finalement des niveaux élevés, que ce soit d'un point de vue énergétique, donc E3 ou E4, ou même d'un point de vue carbone, du niveau C2, à partir de plusieurs vecteurs énergétiques. Voilà. Donc, notamment pour les niveaux E, aucun vecteur énergétique n'est exclu. Pour le niveau C, ça va être plus délicat pour le gaz, qui a quand même un coefficient de conversion qui est assez important, et donc sur lequel il faudra vraiment travailler de manière drastique les consommations et le cas échéant également le contributeur PCE. Donc, sur l'influence du matériau principal, là, on a quelques résultats qui sont présentés aussi bien sur les maisons individuelles que sur le logement collectif et les bureaux. On retrouve donc la légende en bas à gauche pour pouvoir faire la différence entre le contributeur chantier en rouge, qu'on retrouve de manière extrêmement faible sur les maisons individuelles, légèrement plus présent sur les logements collectifs, notamment en lien avec finalement la réalisation des niveaux de sous-sol qui peuvent générer un peu plus d'excavation de terre, et puis au niveau des bureaux. Mais je m'égare, nous parlions du matériau principal. Donc, le matériau principal, ici, quand on étudie l'impact, principalement au niveau donc, de l'indicateur PCE, c'est-à-dire sur la barre bleue, on voit que le béton arrive à être généralement assez bien optimisé. Donc, il y a d'abord un gros travail qui a été fait par la filière dès le démarrage de l'expérimentation pour réfléchir, se positionner, optimiser le procédé. Donc, une grosse réflexion sur les typologies de ciment qui ont ouvert la voie du béton bas carbone. Il y a aussi eu un gros travail sur la mise en place d'un configurateur qui permet d'éditer des données environnementales spécifiques pour votre projet et qui permet donc d'avoir une donnée plus efficace en termes de résultats carbone, en tout cas meilleur au sens du calcul, qui se rapproche donc des éléments en terre cuite, qui représentent même un impact aussi lié à la cuisson des briques. Le bois massif, qui représente légèrement plus que le béton et la terre cuite. Alors là, il peut y avoir différentes analyses. D'abord, on est sur un échantillon qui est assez faible. Il serait intéressant d'aller creuser aussi sur la donnée environnementale qui a pu être prise en compte, parce qu'on a encore un panel de données environnementales spécifiques qui est plus faible sur les matériaux bois. Mais on voit également que sur le reconstitué, on reste sur des données assez similaires. Et puis pour les autres, on va commencer à être plus élevé, notamment avec de l'acier. Donc, sur la maison individuelle, finalement, c'est assez difficile de voir la différence ou de voir se dessiner vraiment une représentativité de l'influence du matériau principal. Dès qu'on est sur du logement collectif ou sur du bureau, là, on a des résultats qui sont un petit peu plus visibles, en tout cas sur la pertinence potentielle d'utilisation d'un système constructif bois par rapport à un autre système constructif. Bien sûr, ça reste à tempérer du nombre de dossiers qui ont pu être étudiés dans le cadre de cet échantillon. Ensuite, la question était de creuser vraiment au sein de l'indicateur PCE, produits de construction et équipement, les différents lots pour voir quels sont les lots les plus impactants.
Alors, il y a une différence qui a été faite sur les maisons individuelles entre les maisons individuelles qui ont été remontées de manière volontaire dans l'observatoire et les maisons individuelles qui ont été étudiées dans le cadre du programme OBEC. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y avait des résultats qui étaient assez différents et notamment l'impact du lot VRD, puisque l'idée dans cette phase d'expérimentation, c'est bien d'étudier l'impact du bâtiment sur sa parcelle. Donc, on a un lot lié à l'aménagement de la parcelle, dont le lot voirie réseau divers, qui a un impact qui peut être non négligeable. Et donc, notamment, votre maison individuelle, selon son positionnement sur la parcelle, peut avoir un impact plus ou moins important, en linéaire de réseau notamment. C'est là où on a l'impact le plus important en termes de données carbone par rapport aux données environnementales disponibles à ce jour. Et puis aussi sur d'autres bâtiments, on va pouvoir en reparler. Donc, ce qu'on retrouve quand même, c'est que le lot superstructure est important. Hein, c'est le deuxième lot. Donc, il était le premier sur les maisons OBEC, c'était le VRD. Sur les maisons traditionnelles, c'est le lot CVC. Ensuite, c'est le lot superstructure. Puis est venu le lot VRD. Donc, sur les programmes OBEC, c'était plutôt le lot CVC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est sur le lot CVC, sur le lot équipement, la majorité des calculs ont quand même été réalisés sous des valeurs forfaitaires qui ont été proposées à défaut d'avoir des données environnementales spécifiques suffisamment disponibles dans le cadre du programme PEP. Donc, on a des résultats qui étaient déjà donnés de manière peut-être plus importante en maison individuelle et qui restent à affiner. C'est ce qu'on a pu faire remonter au fur et à mesure donc, de l'expérimentation. Et les façades et menuiseries donc, qui restent prépondérantes. Alors après, si on regarde les logements collectifs, hein, comme les bâtiments de bureaux, on remarque que, bien sûr, le lot principal, c'est le lot superstructure. Alors, sur les logements collectifs, ça se ressent d'autant plus quand on est sur des bâtiments collectifs avec des niveaux de sous-sol où on a justement des éléments constructifs très, très prédominants. Les autres lots ont un impact assez homogène. On remarque quand même un lot fondation important aussi dans les bureaux, qui n'est pas ressorti forcément de manière aussi, enfin, qui est ressorti aussi sur les logements collectifs en 3e position et qui est ressorti en 5e position sur les bâtiments de bureaux, qui ont pas forcément finalement de parking en sous-sol. Alors, quelle tendance par rapport à ça? Donc, les graphiques que j'ai tenté de vous présenter sur cette première partie sont issus des travaux d'analyse du CSTB. Le CEREMA a fait une synthèse finalement des différents éléments qui ont été obtenus à la fois de l'Observatoire et des rapports d'avancement que chaque bureau d'études référent dans les 13 régions où a été lancé le programme OBEC ont remonté leurs éléments. Une synthèse qualitative d'une part, une synthèse quantitative d'autre part, pour essayer donc de ressortir différentes tendances et grands enseignements. Alors, ce qu'on retrouve, c'est au niveau du bilan BPOS, par exemple, donc sur l'évaluation énergétique, que le prérequis essentiel reste et restera, et on est ravis de pouvoir le dire, la performance bioclimatique du bâtiment. Bien sûr, on reste sur une notion principale de sobriété pour pouvoir atteindre finalement des niveaux énergétiques intéressants. Ensuite, on a une chaleur renouvelable qui est plutôt favorisée. En effet, le bilan BPOS comptabilise uniquement les consommations d'énergie d'origine non renouvelable. C'est ce que je disais un peu au travers de la valorisation des réseaux de chaleur. Donc, c'est ce qui permet de valoriser la chaleur d'origine renouvelable. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que statistiquement, le recours à la biomasse permet de diminuer le bilan BPOS de 5 à 20% sur l'échantillon OBEC. Et le recours à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% en énergie renouvelable permet également un gain significatif. Ce qu'on veut rappeler, c'est quand même aucun vecteur énergétique n'est exclu pour l'atteinte des niveaux les plus performants. Bien sûr, suivant le mode de chauffage privilégié, une compensation de production sur site de type photovoltaïque peut être nécessaire. En termes de chiffres, sur les contributeurs eau et chantier, l'impact est très faible. En moyenne, il représente entre 1 et 5% de l'impact GES global du bâtiment. Le contributeur énergie, lui, représente entre 15 et 30% de l'impact EGES et le recours à la biomasse, donc au bois énergie, permet de limiter cet impact de 5 à 15%. Le contributeur
principal reste donc le contributeur PCE, avec un impact compris en moyenne entre 65 et 85% de l'impact GES pour l'échantillon du programme OBEC. Donc, sur le contributeur énergie, on avait aussi dit, voilà, la grande question, E4C2, vérité, chimère, ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, en l'état de la base de données, en l'état de l'évaluation des lots d'équipement et des systèmes photovoltaïques, l'atteinte d'un niveau E4 implique finalement un niveau carbone qui est assez élevé. Donc, concrètement, aujourd'hui, il y en a un seul sur l'observatoire. Au niveau des tendances qu'on peut aussi retenir sur le contributeur PCE, donc qui reste l'élément principal, c'est que voilà, le photovoltaïque a un impact carbone finalement plus important que le gain qui est permis sur le contributeur énergie en l'état actuel des données, et ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un très bon niveau sur le niveau E, sur le niveau énergie. Mais du coup, son impact sur le niveau C, sur le niveau carbone, eh bien, va être important parce qu'il a un impact fort sur le contributeur produit de construction et équipement. Ce qu'on remarque, c'est que la construction bois est intéressante. Ça n'a pas été le cas au début de l'expérimentation. Les premières réunions d'information, on était assez étonnés nous-mêmes des résultats qu'on pouvait obtenir. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une question sur la première partie de la présentation. Est-ce que les filières biosourcées ont bien l'ensemble des données environnementales? Au début de l'expérimentation, ce n'était pas le cas. Ça commence à se structurer de mieux en mieux et la construction bois a fait un véritable effort, aussi bien avec un configurateur de bois que des fiches de déclaration environnementale et sanitaire collectives, voire individuelles. Donc, grâce à cette évolution de la base de données, les résultats nous donnent une construction bois qui permet un gain variable de 5 à 50% sur le contributeur EGES-PCE par rapport à une construction béton, puisque la comparaison a été faite par le CEREMA par rapport à une construction béton et en fonction des systèmes constructifs et des données environnementales utilisées, bien sûr, à tempérer toujours. La mise en œuvre de solutions intégrant des pompes à chaleur, attention, implique l'évaluation d'un lot supplémentaire dans l'impact carbone de votre bâtiment, dans l'impact des produits de construction et équipement, qui est lié aux fluides frigorigènes, qui peuvent avoir un impact très important. Alors là, on en parlait sur une discussion avec l'association VAD, et notamment sur des maisons individuelles, l'impact des fluides frigorigènes peut être de l'ordre de 20%. Et donc, suivant le type de fluide frigorigène, nous, ce qu'on a pu voir sur notre échantillon, c'est qu'il était compris entre 5 et 15% en maison individuelle et jusqu'à 10% du niveau EGES-PCE max en tertiaire. C'est-à-dire que par rapport à votre niveau maximum à ne pas dépasser en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour les produits de construction et équipement, les fluides frigorigènes peuvent représenter 10% sur un bâtiment tertiaire. C'est relativement important. Je le mentionnais rapidement, les isolants biosourcés ne sont pas forcément favorisés, d'une part parce qu'il y a assez peu de données environnementales spécifiques, d'autre part parce que la méthodologie finalement aujourd'hui utilisée pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans l'ISO 14040 à 044 eh bien, prend en compte quand même aussi l'espace qui est consommé, toute la consommation d'eau, etc., qu'il a fallu pour finalement permettre de cultiver les éléments qui sont à l'origine de cet isolant biosourcé. Il y a aussi des scénarios de fin de vie qui sont en discussion. Donc, ce n'est pas forcément favorisé en tant que tel. Autant une construction bois peut être intéressante, autant aujourd'hui, les isolants biosourcés ne sont pas vraiment favorisés. L'impact essentiel, bien sûr, du choix des données environnementales, puisque donc, on a pu voir quand même des impacts énormes de changement avec les données environnementales par défaut, notamment sur le lot VRD, avec des linéaires de réseau qui, entre une donnée environnementale spécifique et une donnée environnementale par défaut, ont un ratio de 500% de différence. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour tous les éléments, heureusement. Mais le lot VRD, quand même, a un impact significatif selon les projets de 5 à 15% suivant les typologies. Donc, à prendre en compte. Et puis, donc, voilà, pour les grandes tendances. Alors, au niveau des enseignements pratiques,
Il y a eu finalement beaucoup de questions qui ont été posées tout au long de l'expérimentation, beaucoup d'allers-retours sur les différentes actions de formation, les colloques, mais aussi les échanges qu'on a pu avoir avec tous les maîtres d'ouvrage qui ont participé à l'expérimentation. C'est le moment où nous pouvons redire merci à toutes les personnes qui ont participé à remonter les informations dans l'expérimentation et qui ont permis d'avoir ces données-là. Et donc, sur les enseignements, on va dire un peu pratiques sur la méthodologie, l'idée d'abord, c'est que cette nouvelle démarche d'ACV, d'études d'analyse du cycle de vie, elle impose une connaissance quand même plus générale du bâtiment. Donc, sur des bureaux d'études, on va dire fluides, qui étaient traditionnellement destinés à faire de la qualité environnementale, où on est déjà sur un passage à une dimension quand même plus globale. Là, il faut vraiment avoir une connaissance générale mais assez fine du bâtiment, notamment pouvoir aller détailler la structure, les différents éléments pour pouvoir rentrer lot par lot, élément par élément, les quantitatifs et les données environnementales pour obtenir donc notre comptabilité, comme le rappelait Édouard. On a un accompagnement donc des pratiques professionnelles qui est indispensable pour homogénéiser notamment des notions de complétude, de choix des données environnementales et d'éléments importants phase par phase. Et puis une répartition des lots à homogénéiser par typologie. On le verra peut-être rapidement sur le focus méthodologique en fin de présentation aujourd'hui et plus en détail jeudi. Mais on a cette répartition des lots qui est spécifique dans le référentiel E+C- et qui nous impose une certaine gymnastique si la répartition des lots n'est pas la même au moment de la consultation des entreprises, au moment de l'élaboration du dossier de consultation des entreprises. Concernant la fiabilité des évaluations aussi, ça a été très critiqué pendant toute la phase d'expérimentation. Ça a donné lieu à la réalisation de calculs complémentaires. L'idée, c'est que la complétude puisse être précisée, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'en moyenne, sur les études réalisées par les bureaux d'études référents, 75% des éléments d'un projet ont été saisis dans la CV, donc un taux de complétude de 75%. Donc, 47% d'éléments étaient des modules de données environnementales génériques par défaut. Donc, ce qui correspond grosso modo à un taux de 50 à 80% des données saisies selon les projets, qui étaient saisies donc comme données environnementales par défaut. Alors, saisies comme données environnementales par défaut, souvent aussi parce qu'on est intervenu sur des projets déjà livrés, sur lesquels on ne pouvait pas forcément creuser le choix de la donnée environnementale, chose qu'on va pouvoir se permettre de faire quand on sera en phase conception et qu'on intégrera véritablement la démarche carbone comme outil d'aide à la décision. Les lots techniques, eux, ont été estimés suivant des valeurs forfaitaires, comme j'ai pu le dire, et selon les typologies, et donc notamment sur les typologies logement collectif et tertiaire, ont présenté parfois des résultats inférieurs aux saisies réalisées en méthode détaillée, malgré un taux de complétude d'environ 50%. Pour le dire autrement, c'est-à-dire que dans le calcul, soit vous choisissez d'évaluer votre lot de manière forfaitaire, donc vous utilisez la méthode proposée par le logiciel, vous cliquez, c'est très simple, soit vous rentrez dans la méthode détaillée et vous rentrez élément par élément votre lot CVC, avec la chaudière, ses lumières de tuyaux, etc., etc. Comme il y a assez peu de profils environnementaux de produits qui sont disponibles aujourd'hui, le taux de complétude de ce lot peut être plus faible. Mais pour autant, avec des taux de complétude d'environ 50%, on arrivait à dépasser les valeurs du lot forfaitaire. Voilà, j'espère avoir été claire. Et donc, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'en remplaçant les données environnementales par défaut les plus impactantes par des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, on arrivait à réduire de 15% en moyenne l'impact GES-PCE, ce qui nous permettait finalement de rentrer un petit peu dans la ligne des niveaux maximums proposés pour l'atteinte notamment du niveau C1. Et donc, sur la base de l'ensemble de ces enseignements pratiques, c'est là-dessus que travaille activement la DHUP pour aboutir à la RE 2020 avec encore différentes personnes pour les assister, notamment dans la réalisation des calculs complémentaires. Mais je vois que ça fait déjà 1h44 que nous sommes ensemble, que le temps défile à une vitesse folle et que nous allons probablement aborder uniquement la préparation de la RE 2020, pour laquelle je laisse la parole à Eduardo. J'espère est toujours avec nous. Si, merci Laetitia. Oui, je suis toujours là. J'étais en train de répondre à des questions. Il m'en reste une. Bon, je pense qu'on pourra. Je peux prendre le relais. Voilà. Il en reste une.
Euh, donc, sur la partie RE 2020, le temps que je remette le bon écran. Alors, comment est-ce que toute cette masse de retours d'expérience, de travaux divers et variés vont pouvoir être transformés en une nouvelle réglementation? C'est, ça fait l'objet de beaucoup de travail également, et de tout un processus d'élaboration qui a commencé, je dirais, vers la fin de l'année 2018, je pense. Et donc qui se présente sous ce schéma-là. Alors je vais faire simple, hein, je vais pas rentrer dans trop de détails. Mais donc l'idée, c'est qu'on a tout en bas à gauche ici les retours d'expérience de l'expérimentation. Donc là, c'est vraiment le travail qu'on a pu faire nous, les différents bureaux d'études référents dans les différentes régions, les analyses de l'observatoire faites par le CSTB notamment, comme telles que celles qu'on vous a présentées à l'instant, là, les graphiques que vient nous présenter Laetitia. Donc ça, c'est tout le retour d'expérience, tout ce qu'on a pu entendre aussi dans les différentes réunions qu'on a pu animer. On a tâché de faire des remontées un petit peu sur le ressenti des différents acteurs. Ensuite, on a eu tout un travail aussi, il y a eu aussi tout un travail d'expertise, donc avec des questions, des questions techniques pointues qui étaient posées par ces différentes approches pour lesquelles il n'y avait pas forcément de consensus au début, ou qu'il fallait discuter. Donc ça fait l'objet d'une quinzaine de groupes d'expertise, on va voir la liste de ces groupes juste après. Donc tout ça, c'était du travail technique, préparatoire, avec des points de vue techniques non tranchés, quoi, avec des avantages et inconvénients de différentes solutions. Et ensuite, une phase de concertation qui est toujours en cours, où là, du coup, on a des prises de position plutôt des différents acteurs de la construction, donc des représentants des bureaux d'études, des différentes filières d'industriels, les différentes filières énergétiques, les maîtres d'ouvrage, les architectes, etc. etc. Et donc tout ça a pris la forme du coup de plusieurs réunions de concertation regroupées en 4 grands thèmes, les 2 premiers étant liés à la méthode de calcul en elle-même et les données environnementales. Les indicateurs, quels indicateurs retenir et quel niveau d'exigence retenir. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore terminé, bien sûr. Autant sur les méthodes et les données, on commence à y voir un petit peu plus clair. Et puis, il y a tout un travail aussi sur l'accompagnement, sur comment est-ce qu'on fait pour que cette réglementation puisse rentrer en vigueur dans des conditions acceptables de formation, de connaissance et de parfaite information de toute la filière. Donc voilà, l'expertise est quasiment passée, on est plutôt en étape concertation, même s'il y a encore des travaux en cours, et puis on ira du coup vers une élaboration de la RE 2020 en fonction de tout ça. Alors, il y a juste après une diapo où on a une vision avec un planning qui sera peut-être plus parlante qu'ici pour parler de date. Juste avant de passer à ça, vous avez ici, dans cette diapo et la suivante, la liste des groupes d'expertise, donc des sujets techniques qui ont été discutés. Alors, c'est pour vous donner un petit peu des idées, hein. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans le détail, mais voilà, ce qui a été discuté, quel était le périmètre de la CV, qu'est-ce qu'on fait pour le bois, voilà, pour les matériaux qui stockent du carbone, qu'est-ce qu'on fait pour la fin de vie, est-ce qu'on garde la durée de vie de 50 ans, est-ce qu'on l'allonge, est-ce qu'on la diminue, voilà, quels indicateurs de confort d'été, voilà, tout un tas de questions qui ont été posées. Si vous avez du temps, de la lecture aussi en cliquant sur les petits liens là pour aller voir les rapports de ces groupes d'expertise. Et puis d'autres sujets encore ici, vous voyez, on va jusqu'à 16. Quelle surface de référence on prend? Comment vont être exprimées les exigences? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier la conformité réglementaire de ces études? Tout un tas de sujets qui ont été abordés. Et donc au niveau du calendrier, du déroulé de tout ça, donc comme je vous disais, ça a commencé fin 2018 avec les groupes d'expertise, les concertations et puis des choix qui ont été pris. Vous voyez, ça a duré un petit peu les arbitrages, les choix. Au niveau de la méthode et des données environnementales, on a eu un premier arbitrage, une première note en fait avec
des choses qui ont été fixées fin 2019. En novembre 2019, il y a eu une note que je vous invite à consulter. On va voir les éléments principaux de cette note-là dans les diapos juste après. Mais il y a un certain nombre de choix qui ont été pris sur les évolutions méthodologiques et sur un certain nombre d'indicateurs. Alors, on ne sait pas encore quels sont les indicateurs qui vont être retenus en RE 2020. Il y en a un certain nombre qui ont été éliminés. Il y en a encore plusieurs qui restent en course pour la RE 2020. Donc ça, c'est sur la partie méthode et données. Donc on a quelque chose qui est arrêté au niveau de la méthode. Et ensuite, la suite du travail, le grand sujet, bien sûr, c'est le niveau d'exigence. Donc là, on va être sur le groupe de concertation numéro 3. Il y a déjà eu des travaux d'expertise qui ont eu lieu. Il y a en ce moment un travail important qui est le groupe applicateur ou le groupe modélisateur, où là, en fait, ce sont un groupement du coup, de bureaux d'études qui ont été retenus par le ministère, là, dont je fais partie là, avec Isuba Energy. Et on travaille du coup sur la nouvelle méthode, sur la nouvelle méthodologie, avec les indicateurs qui ont été retenus ici, à l'application de cette nouvelle méthode sur un certain nombre de bâtiments. Alors, il y a je crois, en tout une quarantaine de bâtiments sur différents usages, que sont la maison individuelle, le logement collectif, les bureaux, et peut-être quelque chose qui vous concerne plus, vous, maître d'ouvrage public, l'enseignement primaire et enseignement secondaire. Donc, on travaille en ce moment sur ces modélisations-là, qui devrait aboutir du coup donc à tester vraiment les niveaux de les niveaux possibles atteignables avec ces nouveaux indicateurs, cette nouvelle méthode, pour pouvoir orienter du coup les choix, les arbitrages des niveaux à fixer pour la future réglementation. Et donc là, le calendrier officiel avant les événements récents, je dirais, tablait sur une publication des textes à la mi-2020 pour une entrée en vigueur de la réglementation, de la nouvelle réglementation au 1er janvier 2021. Voilà. Donc ça, c'est le calendrier. En parallèle de tout ça, il y a aussi des travaux sur la partie accompagnement. Donc je vous disais tout à l'heure que l'accompagnement, ça allait concerner tout ce qui va être ressources pédagogiques, ressources d'information, voilà, parfaite information de l'ensemble des acteurs pour que, à l'entrée en vigueur, tout le monde ait les armes et la bonne compréhension des sujets pour pouvoir appliquer cette réglementation. Donc là, il va y avoir des travaux aussi sur notamment du matériel pédagogique qui est à faire. Voilà, alors peut-être pour avancer, pour être un peu plus concret, du coup, quels sont les indicateurs du coup quels sont les choix qui ont été faits au niveau méthodologique. Donc vous allez voir que parfois, dans ce que je vais dire maintenant, il y a des différences par rapport à ce qu'on a vu juste avant sur E plus et moins. Mais globalement, il y a quand même une certaine continuité. Bon, ça dépend un peu des sujets. Donc, on a bien des exigences donc, dans cette future RE 2020 qui vont s'exprimer à la fois sur l'énergie et sur le carbone. Voilà, il avait été question à un moment donné d'avoir des choses qui seraient un peu mêlées entre les deux. A priori, on est bien sur une double exigence, énergie et carbone. Ça, c'est la première chose. Sur l'énergie, on va avoir plusieurs indicateurs. Il y en a plusieurs qui sont testés en ce moment. Ceux qui sont testés sont indiqués ici. Donc, on a toujours le BBio, qui est un indicateur de performance de l'enveloppe. Donc, on suit quand même une certaine logique, vous voyez, qu'on a essayé de représenter ici avec un triptyque, trois étapes, sobriété énergétique, efficacité d'abord, et ensuite prise en compte des énergies renouvelables. Donc, on adopte un peu cette méthode-là, où on va regarder d'abord une enveloppe performante. Donc, on aura un BBio qui a changé par rapport au BBio actuel. Donc, on va considérer des besoins de froid systématiquement. Donc, on aura du rafraîchissement en BBio, quelle que soit la zone climatique. Dans nos zones méditerranéennes, ça peut changer la donne parfois sur certains usages. Je pense notamment dans vos projets là, en maîtrise d'ouvrage public, je pense notamment à tout ce qui est scolaire, où on ne comptait pas a priori de rafraîchissement. Aujourd'hui, on va avoir cette prise en compte qui sera un peu plus large, réglementairement en tout cas, même si ça ne veut pas forcément dire qu'on aura forcément une installation de clim derrière. Donc, une enveloppe, un indicateur sur l'enveloppe, un indicateur qui va donc regarder les consommations, donc un CEP, donc là ça va ressembler à ce qu'on avait à RT 2012 finalement. Cet indicateur-là est testé aussi. Il y en a un autre qui est testé, c'est le CEP non renouvelable. Donc cette fois-ci, en prenant que les énergies non renouvelables, là on commence à valoriser finalement l'utilisation d'énergie renouvelable. Il y a quelque chose d'important ici dans le CEP, c'est que ce sont bien des consommations d'énergie importées. Donc ça veut dire que tout ce qui pourrait être éventuellement produit sur place par du photovoltaïque pourra être déduit directement.
Voilà. Et puis un autre indicateur aussi qui met le focus aussi sur la production d'énergie renouvelable, l'utilisation d'énergie renouvelable, c'est le RCR. Alors il s'appelait RER hein, en plus c'est moins, recours aux énergies renouvelables. Là, il y a un focus qui est mis sur la chaleur renouvelable, recours à la chaleur renouvelable. Donc la chaleur renouvelable, c'est de la chaleur produite par une énergie renouvelable. Ça peut être de la biomasse, du solaire thermique notamment. Et donc là, il y aura probablement une obligation de recours à la chaleur renouvelable. Elle existe aujourd'hui en maison individuelle, elle pourrait être étendue au logement collectif. Je ne pense pas sur les usages type enseignement, mais là encore, c'est pas, il n'y a rien de décidé. Voilà, donc le BBio, on a des besoins de phrases systématiques, je l'ai dit. Une production photovoltaïque où on va compter uniquement la partie autoconsommation. Tout ce qui va être export, en fait, l'export d'électricité n'est plus valorisé en fait, dans les indicateurs RE 2020. Et le bilan BEPOS, qu'on essaye de vous expliquer à grand, voilà, à grand coup de réunion depuis 2 ans et demi, 3 ans, ben, en fait, il est malheureusement abandonné dans cette RE 2020. Donc ça faisait partie quand même des choses qui étaient les modifications majeures quoi, dans les choix méthodologiques qui ont été faits, qui a été déploré d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs. On a l'impression de perdre un petit peu une certaine ambition pour aller vers l'énergie positive. En tout cas, a priori pour le moment, cet indicateur-là n'est pas testé. Et autre modification importante au niveau méthodologique sur l'énergie, c'est qu'on avait ajouté au périmètre des consommations énergétiques calculées toutes les consommations immobilières, hein, c'est-à-dire les consommations des usages internes des logements ou dans les bureaux, tout ce qui était informatique ou autre. Ça, a priori, c'est retiré également. On se concentre sur les 5 usages réglementaires, plus les usages immobiliers qui vont être l'éclairage des parkings, ventilation des parkings, etc. Voilà. Ensuite, sur le carbone, on a un champ d'indicateurs à tester qui est encore un petit peu plus large. Là, on sent qu'il y a encore une recherche un petit peu là, dans les équipes du ministère et donc dans les arbitrages qui doivent être pris. Il y a un peu de recherche. Donc, il y a 3 grandes familles d'impact, je dirais. Il restera a priori un indicateur qui sera donc sur les PCE, sur les produits de construction et équipements, c'est-à-dire vraiment sur les matériaux mis en œuvre, les équipements mis en œuvre. Donc, qui ressemble en fait au EGES PCE qu'on a aujourd'hui dans le plus c'est moins, avec quelques variantes, j'en parlerai juste après. On s'achemine également vers un indicateur d'impact qui va mettre le focus sur les consommations énergétiques, donc les émissions de gaz à effet de serre des consommations d'énergie. Donc vraiment en prenant juste le contributeur énergie, qui va permettre de bien distinguer les impacts notamment des différents vecteurs énergétiques quand on va passer de l'électricité au bois ou au gaz, etc. Et puis, un autre indicateur qui est testé également, c'est EGES global, donc les impacts globaux sur tout le cycle de vie du bâtiment et tous les indicateurs, et tous les contributeurs, pardon. Donc, énergie, chantier, eau et PCE. Alors, ce qui reste un peu à déterminer, c'est comment est-ce qu'on va le calculer, ce EGES, alors que ce soit ici pour les PCE ou pour le global. Alors là, c'est un petit peu technique, avec module D, sans module D, avec impact à horizon de 100 ans dynamique. Alors, pour faire très simple, c'est est-ce qu'on prend ou pas le module D, c'est quand un industriel déclare qu'à la fin de la vie de son produit peut éventuellement être recyclé, réutilisé, etc. Donc, il va dire que je prends une fenêtre en aluminium, par exemple, mon aluminium, il va pouvoir être recyclé. Donc, quelque part, à la fin de la vie de ma fenêtre, je vais dire, ben, ma fenêtre, comme elle peut être potentiellement recyclée, elle va éviter la fabrication d'une nouvelle fenêtre en aluminium, en tout cas d'une nouvelle matière aluminium. Donc, je vais avoir un bénéfice finalement de ce recyclage que je vais pouvoir affecter en partie à ma fenêtre. Alors, c'est cadré, hein, bien sûr, il y a des normes, il y a un pourcentage de recyclage qui doit être cohérent, pas farfelu. Mais donc, certains industriels ont fait ces déclarations-là. Et du coup, la question se posait, est-ce qu'on les prend, ces déclarations, donc avec module D, ou est-ce qu'on ne les prend pas sans module D? Et autre point, pour ce qui va concerner les matériaux biosourcés, donc ce sont des matériaux qui ont la capacité de stocker du carbone au moment de la pousse, hein, du végétal, hein, de l'arbre ou du champ de blé pour la paille ou autre. Ils vont stocker du carbone au moment de leur étape de fabrication. Ce carbone est stocké temporairement pendant la durée de vie du bâtiment. Et au bout de la période d'étude de référence, à 50 ans, dans le calcul, on considère que c'est en fonction du scénario qui est pris pour la fin de vie du produit,
on va avoir une partie de ce carbone qui va être relarguée finalement dans l'atmosphère. Soit parce qu'il est déposé en décharge et puis du coup il va dégager du méthane, du coup ça va faire un gaz à effet de serre également. Mais en fait, on a un impact sur le climat du coup de ces matériaux biosourcés dans la méthode actuelle, telle qu'elle est faite actuellement, qui est finalement assez neutre, parce que comme on regarde les indicateurs sur toute la durée de vie du bâtiment, le stockage qui a lieu au début, il est plus ou moins annulé par le déstockage qui a lieu à la fin. Et en fait, l'idée, c'est de tester. Là, il y a cet indicateur-là, indicateur dynamique, permet de valoriser un peu plus le stockage au début de la vie et un peu moins le déstockage en fin de vie. Voilà. Donc, il y a cette manière d'essayer de rééquilibrer un petit peu, de retrouver un intérêt qui existe en fait de stocker temporairement du carbone dans des bâtiments. Aujourd'hui, c'est quand même utile et ça a quand même un intérêt au niveau du climat. Autre piste pour valoriser les matériaux biosourcés, c'est de calculer spécifiquement la quantité de carbone biogénique qui est stockée. Le carbone biogénique, c'est exactement ce dont je viens de vous parler. C'est le carbone qui est stocké dans des matériaux qui sont issus de matières d'organismes vivants végétaux. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire quelle est la quantité de carbone biogénique qui est stockée dans le bâtiment et éventuellement demander un niveau réglementaire à respecter. Voilà. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont testés pour le moment. J'ai l'impression dans les travaux là qu'on mène qu'on semble se diriger vers un indicateur plutôt de type dynamique, mais encore une fois, c'est vraiment les arbitrages ne sont pas pris du tout. On aura quelque chose qui, je pense, permettra en tout cas de valoriser ce stockage temporaire du carbone, parce que c'était une demande explicite de la loi Elan qui demandait bien de pouvoir prendre en compte d'une manière ou d'une autre ce stockage temporaire du carbone. Donc il y aura forcément quelque chose qui sera fait dans ce sens-là. C'était une des limites majeures de la méthode en plus et moins. Voilà, donc ça, ce sont des petites précisions méthodologiques par rapport à plus et moins. Donc on a abandonné a priori l'impact de la parcelle. Tout ce qui est aménagement de parcelle, a priori, sera séparé, ne sera plus compté dans le périmètre réglementaire. Et puis, comme surface de référence, on part sur une surface de référence qui est la CHAP, surface habitable en logement, et surface utile pour le tertiaire. Voilà. Et sur le confort d'été, donc vous allez avoir un nouvel indicateur de confort d'été qui va remplacer la TIC. Je ne sais pas si dans les études thermiques, les études thermiques qu'on vous a rendues sur vos projets, vous avez déjà eu des problèmes de TIC, de température intérieure de confort. Vous avez sûrement eu des vrais problèmes de confort d'été en phase d'exploitation, mais l'indicateur TIC était notoirement insuffisant. Donc là, il est remplacé par un autre indicateur qui s'appelle des degrés A. Et on aura aussi quelque chose de nouveau qui va être la prise en compte éventuelle de conso de clim forfaitaire. C'est-à-dire que si mon bâtiment n'est pas suffisamment confortable en termes de confort d'été avec ce nouvel indicateur, je pourrais éventuellement, le moteur de calcul comptera éventuellement une consommation de clim forfaitaire pour m'inciter à gérer le mieux possible le confort d'été sans clim. Donc, essayer d'inciter le plus possible à la conception intelligente par rapport au confort d'été pour ne pas avoir à se payer, entre guillemets, cette consommation forfaitaire. Voilà, donc ça, c'est les grandes lignes pour la RE 2020. Ce que je peux vous en dire aujourd'hui, donc c'est pas beaucoup plus avancé, mais ça va finir par venir. Donc, il y a une certaine continuité, clairement, entre ce qu'il va y avoir en RE 2020 et E plus C moins, à la grosse nuance du bilan BPOS qui a disparu. Tout ce qui est l'autre souci, c'est de mettre l'autre souci qui a été bien vu, c'était de mettre en place une méthodologie pour la RE 2020 qui puisse continuer à utiliser les mêmes données environnementales. Toute solution qui prévoyait éventuellement de changer la manière de faire une FDES ou une PEP a été forcément écartée d'entrée parce qu'il ne fallait surtout pas briser la dynamique intéressante qu'avaient les industriels par rapport à ces déclarations. Il y a tout un volet aussi sur la soutenabilité économique. Vous imaginez bien que le ministère a les yeux rivés aussi là-dessus, sur les surcoûts que vont engendrer ces éventuels renforcements d'exigences en termes d'énergie, en termes de carbone sur la construction. Là, on est en plein dans ce sujet-là avec le groupe applicateur. Donc, on a des évaluations, on fait des évaluations techniques, donc énergie, carbone. Et il y a aussi dans le groupe applicateur des économistes qui chiffrent les différentes variantes et qui, du coup, alimentent les arbitrages avec ces notions de coût. Et puis toute la partie accompagnement, j'en ai parlé, faire en sorte que tout le monde puisse être accompagné et formé pour que ça puisse entrer en vigueur dans de bonnes conditions. La grande question, donc, c'est le niveau d'exigence.
le niveau d'ambition. Bon, il y a une certaine urgence climatique, on l'a compris tous. Sur l'énergie, forcément, il va y avoir un renforcement par rapport à la RT 2012, on l'espère en tout cas. Il y a quand même quelques signes également qui montrent que il y a des dangers hein, sur cette future Aéro 2020. On a notamment changé le coefficient de conversion entre l'énergie finale et l'énergie primaire, vous avez dû en entendre parler. On multipliait les consommations finales nettes d'électricité par 2,58, on va les multiplier par 2,3, je crois bien, de mémoire. Donc on a quand même un rééquilibrage qui va se faire entre les différentes filières énergétiques. Il ne faudrait pas que ce soit au détriment de la performance globale. Et puis sur le carbone, voilà, la grande question c'est est-ce qu'on va avoir une exigence forte sur l'impact carbone global du bâtiment sur son cycle de vie tout de suite, ou est-ce que la réglementation va être un peu en mode voiture balai, hein, comme on le dit parfois pour la réglementation, c'est-à-dire une exigence un peu plus gentille, qui permet à tous les bâtiments d'être conformes, et puis ça sera plutôt des labels qui vont venir après valoriser et permettre à ceux qui veulent aller plus loin. Les maîtres d'ouvrage publics le font souvent, hein, et je pense que ça va continuer. On pourra éventuellement s'appuyer sur des labels pour aller un petit peu plus loin aussi. Mais en tout cas, la réglementation aura un niveau d'exigence qui sera celui qui sera choisi par le niveau politique. Là, du coup, c'est quelque chose qui va nous dépasser. Nous, on a su simplement apporter des éléments qui sont des éléments factuels. Donc voilà pour cette partie sur l'Aéro 2020. Pour rester informé, on vous invite donc à consulter le site bâtiment-energiecarbone.fr, qui est le site du ministère donc en charge de de l'équipe qui est en charge de cette nouvelle réglementation, de l'expérimentation et de la réglementation. Vous avez des infos sur plus et moins, et puis sur ce qui se passe sur l'Aéro 2020 avec les rapports des groupes d'expertise, les différentes évolutions, je pense, seront publiées sur ce site-là. Et puis on vous fera, je pense à la suite du webinaire aussi, un renvoi vers le site qu'on a monté nous sur l'expérimentation là en région, où on a réuni aussi pas mal de ressources qui pourront vous être utiles. Voilà pour cette partie-là. Comme il est 16h. Merci Eduardo. En effet, il est 16h. Donc, a priori, nous allons vous remercier de votre attention. Hop, je reprends les questions. On va laisser le mot de la fin à Aurélie pour la conclusion et sur le volet donc, focus méthodologique gestion de projet. Nous vous invitons à nous rejoindre jeudi après-midi pour détailler ensemble les enjeux du référentiel aux différentes étapes donc, de la gestion d'un projet. On va décortiquer ensemble les étapes de programmation, quels éléments mettre dans le programme, avec des exemples d'éléments qu'on a pu produire, comment analyser les projets en phase esquisse, qu'est-ce qu'on peut demander par rapport au niveau de connaissance qu'on peut avoir sur le projet à ce stade. En phase conception, comment regarder les différents éléments, aussi bien en termes de performance énergétique qu'en termes d'études ACV. Et puis, les discussions autour des éléments qu'on peut intégrer dans les dossiers de consultation des entreprises dans le respect du Code des marchés publics, des exemples de suivi de chantier et de comparatifs à réception. Voilà, un programme riche pour lequel nous tâcherons d'avoir un timing parfait. Aurélie, pour la conclusion, je t'invite à remettre ton micro. On vous invite à être là jeudi. On souhaitait déjà vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui malgré les différents changements de modalités. Sachez que ces webinaires auront donc été enregistrés et seront disponibles sur le site OBEC avec différentes ressources qu'on vous mettra à disposition. Et puis, on souhaite aussi vous informer tout au long des travaux de l'ARE 2020 et de leur sortie des textes. Donc, on gardera vos coordonnées pour vous transmettre ces éléments-là. Si vous souhaitez également nous faire un retour sur les modalités d'aujourd'hui, s'il y a eu des difficultés ou si ça a justement bien fonctionné, n'hésitez pas à envoyer des mails également. Et voilà. Et donc, on vous dit à jeudi à tous. Je vais répondre à une dernière question peut-être de Sandrine Segaud qui nous demande pourquoi l'impact carbone du photovoltaïque est plus important que le gain réalisé en énergie. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques ont un impact carbone qui est important par le manque de données environnementales spécifiques.
qui fait qu'il a un impact justement sur le niveau C, qui finalement peut dégrader la performance E+, C- de votre projet par rapport au gain qu'il permet sur l'indicateur E. Voilà, c'est en ce sens. Nous voulions en parler. Il y avait eu quelques questions sur pourquoi abandonner le bilan BPOS. Nous aussi, on n'est pas contents. Mais voilà, c'est compliqué de prendre en compte les usages mobiliers à ce stade, donc c'est pour la prochaine. Les données économiques, en effet, sont à l'étude. Pour l'instant, toutes les données économiques qui ont été remontées sur l'observatoire n'ont pas pu être analysées, ou en tout cas, on n'a pas encore obtenu ces résultats-là, même si ça fait partie donc, de travaux importants pour justement fixer les niveaux d'exigence au niveau de la RE 2020. Et puis, sur des questions de stockage carbone, de bilan carbone, de différents systèmes constructifs ou de différents éléments, tout dépend finalement des scénarios qui sont pris en compte dans l'élaboration des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et donc de l'application des méthodes ACV qu'on vous a présentées en introduction. Voilà, de l'importance d'avoir en tête le fait que cet ACV bâtiment, ce niveau carbone global, c'est aussi la somme de toutes les données environnementales de chaque élément, et donc d'un travail important qui est fait sur chacun de ces éléments pour évaluer ces impacts environnementaux, aussi bien sur l'impact carbone, sur les kilos équivalents CO2, que sur tout un tas d'autres indicateurs, et donc suivant une méthode assez importante avec des scénarios de fabrication, des scénarios d'utilisation, des scénarios de fin de vie, etc. Et puis, le coefficient de conversion d'électricité va passer à 2,3. Là aussi. Voilà. Merci de vous avoir suivi.